Hassan Sall défie la loi d'amnistie. Le député veut l'abroger pour juger les crimes de mars 2021 à janvier 2024. Il dénonce une injustice et appelle les parlementaires à soutenir sa proposition. La bataille pour la vérité et la justice est lancée. Dans le registre des tensions sociales, le secteur de la santé entre en grève. La Fédération des syndicats de santé décrète un arrêt de travail les 13 et 14 mars. Une marche nationale est également prévue le 25 du même mois pour exiger des réponses aux revendications. Un bras de fer engagé avec les autorités. Et enfin, ce climat de terreur à Pikine, agressions et vols se multiplient après les combats de lutte. La population excédée réclame un renforcement de la sécurité à un quartier en quête de sérénité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le Grand Théâtre de Dakar a accueilli ce mardi la 4e édition du Forum de la PME sénégalaise. Un rendez-vous majeur qui a rassemblé plus de 600 petites et moyennes entreprises venues de plusieurs localités du pays. Cette année, les échanges se sont articulés autour du thème PME et innovation, un levier de souveraineté, un enjeu crucial à l'heure où le Sénégal mise sur l'entrepreneuriat local pour booster son économie. Forum de la PME sénégalaise, un grand événement qui a réuni 600 petites et moyennes entreprises issues de tous les 8 pôles territoires du pays. L'objectif étant d'échanger sur l'accès au financement, la formalisation des PME, l'accès au marché, entre autres. On a voulu aussi innover en faisant venir les PME des 8 pôles économiques et politiques de notre projet, justement, du Sénégal 2050. On a aussi des thèmes transversaux tels que l'innovation. On a vu aussi vraiment la forte présence des financiers, de nos partenaires techniques. On a vu en même temps les banques elles-mêmes qui sont là présentes. Cette 4e édition du Forum de la PME est également une occasion de mettre en exergue tout le savoir-faire du Sénégalais en termes d'innovation. Mais au-delà de cette exposition, nous avons également un forum scientifique qui va rassembler des experts sur 30 panels et masterclass. Nous allons avoir également donc, des B2B très importants et un deal room pour monter sur place des dossiers de financement pour les PME. Donc il y a des analystes financiers, de banques, de microfinance, de fonds d'investissement qui sont là sur les 3 jours. Donc cela va nous permettre un partage d'expérience. C'était aussi l'occasion pour la patronne de la DPME d'évoquer ce grand projet pour le financement massif et sécurisé de l'État du Sénégal qui est en gestation. Nous envisageons d'avoir des financements à hauteur de 3 000 milliards pour les PME à l'horizon 2028. Et donc ce pacte assoit justement ce programme-là et permet déjà pour cette année de mobiliser 1 000 milliards pour le financement des PME. Donc nous y sommes avec des partenaires bancaires, des institutions de microfinance, des fonds d'investissement. La 4e édition du Forum de la PME sénégalaise, dont le lancement a été présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, est axé sur le thème PME et innovation, levier de souveraineté. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce l'élaboration d'une loi sur le patriotisme économique qui sera bientôt soumise à l'Assemblée nationale. Un texte qui vise à renforcer la souveraineté économique du Sénégal en privilégiant les entreprises locales. Il s'est exprimé lors de la 4e édition du Forum de la PME. Je voudrais insister sur l'importance du secteur privé dans notre agenda et notre programme. Nous sommes à l'ère du patriotisme. Le patriotisme est le moteur qui cimente et qui fait fonctionner toutes les nations et tous les États. Qu'ils soient revendiqués ou pas, chaque pays, chaque État a pour mission, principalement, premièrement, de promouvoir et de travailler à ses intérêts et aux intérêts de son peuple. Le patriotisme se différencie du nationalisme puisqu'il n'est pas exclusif. Et ce patriotisme peut se décliner sous plusieurs formats
parmi lesquels le patriotisme économique. Et c'est pourquoi le gouvernement, sous la direction et les orientations du président de la République, a déjà travaillé à élaborer un projet de loi sur le patriotisme économique qui sera incessamment soumis à l'Assemblée nationale pour mieux protéger et mieux promouvoir notre économie. L'affairisme dans l'attribution des marchés publics, un fléau qui gangrène l'économie sénégalaise. Adam Alam, président de la Confédération nationale des entreprises du Sénégal, dénonce avec fermeté ces pratiques et salue l'engagement des nouvelles autorités à y mettre fin. L'initiative qui a été prise aujourd'hui de faire une 4e session sur les PME démontre que l'ADPME et les autres structures décentralisées comprennent effectivement l'enjeu qu'il y a dans le développement de la PME. Donc c'est pour ça que nous avons souligné dans notre participation le fait de dire qu'une PME qui marche aussi, c'est une PME durable. Et la PME durable exclut définitivement la notion d'affairisme. Malheureusement, le pays a beaucoup souffert de ce comportement d'affairisme qui a fini par mettre dans la tête de beaucoup d'autorités que les Sénégalais ne savent rien faire. Mais la réalité, c'est que dans beaucoup de cas, on ne s'est pas adressé aux Sénégalais qui ont les compétences et le sérieux pour faire. C'est cela que nous voulons effectivement éviter et souligner la nécessité d'une certaine transparence au mérite et que ceux qui ont envie de travailler soient accompagnés. Thierno Alassane Sall veut tourner la page de l'impunité. Le député de la 15e législature a déposé une proposition de loi visant à l'abrogation de la loi d'amnistie couvrant les faits de mars 2021 à janvier 2024. Il rappelle qu'à l'époque, il avait assisté impuissamment à l'adoption de ce texte. Aujourd'hui encore parlementaire, il estime inconcevable que des crimes commis dans cette période restent impunis. Il appelle ses collègues à voter cette proposition de loi. Quand on votait la loi d'amnistie en mars 2024, il y a moins d'un an, nous nous étions totalement offusqués de ce que des crimes qui ont été perpétrés pendant 2 ans au Sénégal, des atrocités et d'autres situations extrêmement graves qui ont plongé le pays presque dans un risque de cataclysme, n'aient pas pu être investigués de manière claire, nette et précise. La moindre des choses quand de telles situations se produisent, c'est qu'on investigue. Mais vouloir faire passer l'éponge dessus d'une manière simple, ce n'est pas possible. C'est contre toutes les normes internationales. C'est pourquoi, conformément à notre engagement de campagne électorale, nous avons déposé cette proposition de loi. Et je ne pense pas que parmi les 160 députés, les 165 députés, il y ait plus de 10 qui vont s'opposer à cette proposition. La loi d'amnistie votée en 2024 continue de susciter la colère d'une partie de la classe politique. Malgré son adoption, de voix s'élèvent encore pour réclamer son abrogation, dénonçant une tentative d'effacer des crimes commis entre mars 2021 et janvier 2024. Retour sur les événements et le processus ayant conduit à son adoption avec Pape Bandagé. C'est le 27 février 2024, un mois avant l'élection présidentielle, que l'ancien président Macky Sall a émis le vœu de faire voter une loi d'amnistie à la représentation nationale. À cette fin, et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Cette mesure, si elle est votée par les députés, permettra à son principal opposant Ousmane Sonko ainsi que le candidat Bassirou Diomaye Faye de recouvrer la liberté après plusieurs mois de détention. Mais pour le président Sall, il s'agit plutôt d'une pacification de l'espace public. L'amnistie s'adresse aux faits et efface les faits. Pour dire nous voulons oublier. Nous voulons oublier, c'est pénible, mais il nous faut aller de l'avant. Le projet de loi est transmis à l'Assemblée nationale et voté le 6 mars 2024, à l'issue d'une séance plénière tenue sous haute tension.
Notre préoccupation, c'est que les tortures seront couvertes par la loi d'amnistie. C'est parce qu'il y a eu des faits qu'on demande l'amnistie. L'amnistie ne se fait pas ex nihilo. Au final, le projet de loi est adopté par 94 députés contre 49. Quelques jours après la promulgation de la loi, Sonko et Diomaye sortent de prison le 15 mars, battent campagne et remportent le scrutin présidentiel. Plusieurs centaines de personnes appréhendées lors de manifestations populaires et considérées par le PASTEF comme des détenus politiques sont également libérées. 11 mois plus tard, Thierno Alassane Sall, député à l'Assemblée nationale, dépose une requête pour l'abrogation de la loi d'amnistie. Il emboîte ainsi le pas au Premier ministre Ousmane Sonko, qui en avait fait l'annonce un mois plus tôt, lors de sa déclaration de politique générale. Une annonce restée depuis, sans action concrète officielle. Il sera proposé à votre auguste Assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies, de quelque bord qu'elles se situent. La baisse des salaires annoncée par les autorités divise l'opinion alors que certains estiment cette mesure nécessaire face aux difficultés économiques du pays. D'autres dénoncent une décision injuste qui pénalise davantage les travailleurs. Je vous propose de suivre ce reportage, ce micro-trottoir signé Moussa Mané. Je pense que parfois, quand un pays traverse des difficultés, il est bon de faire quelques sacrifices. Et si baisser son salaire est la solution pour vraiment aider le pays, il le faut. Le salaire est quelque chose de sacré. L'État ne doit pas toucher les salaires, c'est injuste. Ce que nous percevons comme salaire ici au Sénégal est insignifiant. Donc pour moi, c'est une mauvaise idée. S'ils peuvent serrer la ceinture comme les citoyens lambda, diminuer leur salaire, ce serait une bonne chose. Le Premier ministre nous avait promis de tout transformer en 2 mois, une fois au pouvoir. Donc ils n'ont qu'à trouver des solutions. Il ne faut pas qu'ils touchent à nos salaires. Si je dois donner l'exemple, pour que le Sénégal soit dans de meilleures conditions, je le ferai sans hésiter. Actuellement, le pays traverse des moments durs. Indemnité de logement, réforme de l'ANDS, recrutement dans la fonction publique, autant de doléances restées sans réponse. La Fédération des syndicats de santé hausse le ton et annonce une grève générale les 13 et 14 mars, suivie d'une marche nationale le 25 mars prochain. C'est un compte-rendu signé Omar Cham. Bonjour à tout le monde. 24 heures avant de se présenter face à la presse, la Fédération des syndicats de santé avait rencontré la tutelle. Une rencontre qui décidément n'aura pas suffi face à des revendications jusque-là sans suite. Outré et à bout, la F2S déplore une discrimination au sein de la fonction publique. Ce qui est grave, ce que nous sommes en train de revendiquer dans le cadre de cette contractualisation qu'on doit reverser dans la fonction publique, ils l'ont réglé avant-hier avec les enseignants, surtout le corps des décisionnaires. Mais ces mêmes corps d'enseignants sont régis par la loi 6133 portant statut général des fonctionnaires. C'est la même loi qui nous régit. Le ministre de la fonction publique affonne, le ministre de la Santé loin de l'expectative. Le syndicat espère une intervention express du président de la République. Ce pour redorer le blason du secteur de la santé en attendant. La rétention d'informations demeure avant d'entamer d'autres plans d'action. Il y aura une grève générale aussi le 13 et le 14 mars 2025. Il y aura une marche nationale le 25 mars 2025. Et nous mettons en garde, on ne peut pas nous interdire, nous, de marcher, nous qui sommes des travailleurs, et donner l'autorisation à des partis politiques pour dénoncer une gestion gabégique antérieure et qu'ils ne nous permettent pas, nous, de nous adresser aux travailleurs pour leur dire qu'ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités. S'ils les autorisent la prochaine fois, si le préfet interdit notre marche pour trouble à l'ordre public, je vous garantis que ceux qui seront seuls responsables de la violation de cette loi, ce sera l'autorité administrative. La F2S est en phase avec l'État sur la rationalisation des charges des fonctionnaires. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même, disent-ils.
Embrassement du Front social, l'État est le seul responsable, selon le secrétaire général des syndicats des travailleurs de la santé, Souleymane Joé Mané. Et il pointe du doigt l'absence de dialogue entre les autorités et les centrales syndicales opposées aux réformes annoncées pour redresser les financements publics. Il avertit que les Sénégalais ne se plieront pas à des mesures austères jugées injustes. Le Front social est en ébullition. Des mouvements de contestation observés dans plusieurs secteurs. Des syndicats ont même entamé une grève générale. D'autres envisagent de leur emboîter le pas dans les jours à venir. Le cri de détresse des travailleurs devient de plus en plus perçant. Le pays bascule dans une crise sociale sans précédent, alerte le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé. Ce n'est pas acceptable et les centrales syndicales y mettront un terme. Vous pouvez compter, ça je peux vous l'affirmer ici, que les centrales syndicales mettront un terme à ces licenciements massifs. Parce que pourquoi? Ce n'est pas discuté. On met les travailleurs devant le fait accompli. On fait des ruptures de contrat dans n'importe quelle condition. Les choses ne se passent pas comme ça. Le pays ne leur appartient pas. Ce n'est pas un héritage qu'ils gèrent. Souleymane Joé Mané déplore la posture du gouvernement. D'après lui, l'État n'est pas enclin au dialogue. Ces gens ne discutent pas. Depuis qu'ils sont là, ils discutent avec qui? Ils ne discutent pas avec les gens. Ils pensent qu'ils sont omniscients, omnipotents. Il faut qu'ils arrêtent. Moi, je ne suis pas dans le compagnonnage à tous azimuts. Politiquement, on est ensemble. Je suis passif, je le réclame haut et fort. Mais sur le plan syndical, je suis de la synthèse, je suis de l'amour syndicaliste pur et dur. Il oppose son veto à la panoplie de réformes annoncées par le gouvernement dans le but de résoudre les difficultés de finances publiques que rencontre le pays. Des mesures telles que la réduction des exonérations fiscales et des subventions sur l'électricité et le carburant. Ce sera intenable et ce sera le début de la crise jusqu'à la fin de leur gouvernance. Parce que les Sénégalais ne l'accepteront pas. L'État ne peut pas se désengager sur tout. Tous les signaux d'alarme sont au rouge. Le gouvernement doit changer de paradigme en adoptant une démarche plus inclusive s'il veut redresser le pays sans faire trop de victimes collatérales, d'après le secrétaire général du Centras. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, était en tournée dans la région de Thiès. Il a visité les centres de recherche et d'essai de Pout et de Tivaouane, où il a pu apprécier les innovations issues du génie créatif des jeunes et des femmes entrepreneurs sénégalaises. Ce que j'ai vu effectivement est extrêmement intéressant. Je suis émerveillé effectivement, comme vous le dites. Parce que la recherche a beaucoup de dimensions, l'innovation a beaucoup de dimensions. Mais il ne suffit pas d'être docteur ou ingénieur pour pouvoir innover ou faire de la recherche. Les Sénégalais ont beaucoup de talent, surtout à cet âge-là. Et à cet âge, il a été extrêmement important de leur donner un cadre, un centre de référence où ils peuvent venir exprimer leur talent. Globalement, nous avons vu beaucoup de corps de métier qui se sont exprimés devant nous. Il y a les femmes transformatrices au niveau des céréales, les cacahuètes, les mangues, les marmelades, tout. En fait, tout ce qui dérive de nos produits locaux et qui n'ont pas pu être transformés de façon industrielle, ont pu être transformés par des femmes braves à travers nos centres de recherche et d'essai. Nous avons vu aussi, notamment à Tivaouane et à Thiès, que les jeunes s'adonnent à l'informatique, à la robotique. Ici à Thiès, on les a vus faire du solaire. On les a vus faire tout ce qui est relatif à l'emballage des cadeaux. Les disciplines scientifiques comme la physique chimique, le numérique et l'intelligence artificielle doivent être mieux valorisées dans les programmes d'évaluation. C'est la position du professeur Abderrahmane Baba Moussa, secrétaire général de la Conféman. Il s'exprimait lors de l'ouverture de l'atelier de la formation des équipes nationales en vue du lancement de la grande collecte des données de l'évaluation internationale à PASEC 2024. Dans les outils d'évaluation du PASEC également, nous espérons pouvoir intégrer d'autres compétences. On est en phase avec monsieur le ministre encore une fois. Les compétences numériques doivent être aussi évaluées. Les compétences de vie doivent être évaluées. Comment les enfants s'adaptent à leur environnement, à leur milieu, ça doit être évalué. Moi, j'irai plus loin. On n'évalue pas suffisamment les compétences motrices
des enfants. Or, la capacité à se mouvoir, c'est aussi une compétence fondamentale qui a des incidences même sur les savoirs académiques. Donc nous voulons aujourd'hui un PASSEC plus holistique, plus global, et nous espérons qu'en 2028, le modèle sera bien amélioré dans la mesure de ce que M. le ministre souhaite. Nous avons accueilli très favorablement toutes les propositions que M. le ministre a faites, notamment pour que notre programme puisse impacter le niveau local, le niveau où les élèves, au-delà de l'espace francophone, nous avons des pays anglophones qui participent au PASSEC. Nous avons une diversité de facteurs explicatifs qui sont pris en compte et nous espérons un PASSEC vraiment holistique pour les prochaines années. Conscientiser pour mieux prévenir dans le département de Dagana, un comité de lutte contre l'immigration irrégulière a été installé. À son objectif, sensibiliser les jeunes aux dangers de cette traversée périleuse en impliquant toutes les couches sociales, des imams au Badjanougor en passant par les ASC. Territorialiser la lutte contre ce phénomène, l'autorité a jugé utile de mettre en place des comités régionaux et départementaux. Et ces comités régionaux et départementaux, qui sont coordonnés par les gouverneurs et les préfets, seront chargés d'appliquer les directives du comité interministériel, mais aussi d'élaborer des plans d'action locaux pour pouvoir participer de manière efficace à la lutte contre l'immigration irrégulière. Et comme vous le savez, ça a démarré depuis plus de 20 ans. Il faut comprendre que c'est la conjonction des efforts qui permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est d'atténuer le phénomène. Mais cela passe par une bonne stratégie de communication, par de la sensibilisation à travers les médias, à travers des cadres de concertation et de dialogue, mais aussi par l'implication de tous les acteurs communautaires. Et enfin, l'actualité internationale, Vladimir Poutine se dit prêt à négocier avec son homologue ukrainien si nécessaire, a indiqué mardi le Kremlin. Une déclaration qui intervient après près de 3 ans d'offensive russe en Ukraine et alors que les tractations diplomatiques s'accélèrent pour tenter de trouver une issue au conflit. Le porte-parole de la présidence russe précise toutefois que le cadre juridique des accords doit être discuté en tenant compte de la réalité. Mesdames et messieurs, voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne de télévision 7TV.